Voilà, nous passons la parole à Catherine Labatte, expert construction, présidente de la Compagnie française des experts construction, et qui va nous parler de la spécificité de l'expert dommage ouvrage. Je vous laisse la parole pour une demi-heure. Donc bonjour, Catherine Labatte. Donc je suis expert construction moi-même et j'interviens donc dans le cadre d'expertise dommage ouvrage. Et je suis aussi présidente donc, de la Compagnie française des experts construction, dont le président pendant longtemps était Olivier Baudin, je pense quelqu'un que certains d'entre vous connaissent bien. Alors l'expert dommage ouvrage, une spécificité, enfin il y a beaucoup de points communs aussi avec l'expert architecte. Donc on intervient dans un cadre très précis qui est la loi Spinetta, que nous connaissons tous, des articles du Code des assurances qui nous donnent des directives très très strictes, on verra lesquelles, et ensuite une convention qu'on appelle CRAC, Convention Règlement de l'assurance construction, qui est là une convention qui a été signée entre assureurs. Donc, je vise quoi là? Voilà, la loi Spinetta, donc si vous faites de l'expertise, c'est un texte fondateur, comme l'a rappelé M. Gémine, qui date de janvier 1978 et qui a refondu complètement en fait, le droit de la construction. Donc c'était, je vous ai mis une photo d'Adrien Spinetta. Pourquoi cette réforme? Le souhait du législateur était de protéger les propriétaires et d'adapter des systèmes de garantie. Avant l'entrée en vigueur de la loi Spinetta, alors attendez, voilà. Madame Labatte, si vous voulez bien regarder le... Oui, ça sera plus facile. Donc, avant l'entrée en vigueur de la loi Spinetta, la durée moyenne d'instruction des sinistres responsabilité décennale était de 12 ans, moyenne, hein, donc c'était extrêmement long, et 40% des entreprises de la construction n'étaient pas assurées. Donc on avait, quand on était un propriétaire, quand même de très grosses difficultés pour aboutir à régler un sinistre construction. Donc l'esprit de la loi, c'était de séparer la réparation des dommages graves, alors graves, c'est les dommages de nature décennale, de celui de la recherche des responsabilités. Parce que souvent les expertises duraient très longtemps parce que personne n'arrivait à se mettre d'accord sur qui était responsable. Et c'est l'objet de la loi de M. Spinetta, c'est on indemnise le propriétaire pour faire les travaux et ensuite les responsabilités se géreront à l'arrière. Donc, la loi Spinetta a instauré une double obligation d'assurance. Donc, les maîtres d'ouvrage ont l'obligation de prendre une assurance dommage ouvrage. C'est une obligation, j'ai rajouté l'article de loi là, parce que très souvent en expertise, les architectes indiquent non, ce n'est pas une obligation pour les propriétaires qui construisent pour eux. Non, c'est une obligation pour tout le monde, ce qu'il n'y a pas de sanction légale pour les propriétaires, on va dire particuliers. Voilà. Et les constructeurs ont eu l'obligation, comme vous, tous architectes, de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale. Donc, la loi a refondé aussi le système de responsabilité avec la présomption de responsabilité. C'est-à-dire que le propriétaire n'a plus à faire la preuve de la faute du constructeur. Si l'ouvrage du constructeur est défaillant, c'est au contraire à lui à prouver qu'il n'y est pour rien. Mais ça a renversé la preuve. La responsabilité donc, a été enfermée dans le délai de 10 ans, qui est bien connu. Et le système qui est à double détente, et c'est là où prend tout l'intérêt, enfin tout le fondement de la dommage ouvrage, c'est une indemnisation rapide par l'assurance dommage ouvrage, donc dont l'objet est de garantir le paiement des travaux de réparation, des dommages de nature décennale, et ça fonctionne donc comme une assurance de préfinancement. L'expert dommage ouvrage va indemniser le propriétaire, et ensuite il va présenter ses recours vers les assureurs de responsabilité civile décennale. Voilà comment ça fonctionne. Donc, les modalités et le contenu de l'expertise dommage ouvrage, c'est géré par le Code des assurances, donc c'est des ensembles de lois et règlements, qui définit très précisément les articles 242.1 et l'annexe 2 de l'article 243.1, définit clairement les modalités de l'expertise dommage ouvrage que doit respecter tout expert dommage ouvrage. Donc il y a d'abord les délais dont vous avez sûrement entendu parler, le fameux délai, il m'en manque un.
Voilà. Donc, à partir du moment où l'assureur dommage ouvrage reçoit une déclaration de sinistre constituée, on appelle ça le jour J, il a 60 jours pour missionner un expert et se positionner sur la garantie, c'est-à-dire dire oui, la garantie est acquise ou non, la garantie n'est pas acquise. Et il a un délai de 90 jours, toujours à partir de ce fameux J, c'est-à-dire un peu moins de 3 mois, pour proposer une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation. C'est des délais qui sont très très courts. Pour nous, experts, c'était des grosses pressions pour tenir ces délais qui sont tenus au mieux. Et on peut avoir un délai supplémentaire qui est de 135 jours pour des difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre. Donc au total, même pour un sinistre grave, en un peu plus de 7 mois, le propriétaire doit être indemnisé. Voilà. Donc, ce sont donc des délais légaux. On n'est pas sur, c'est pas du conventionnel, c'est la loi. Des spécificités aussi, le caractère contradictoire qui rejoint l'expertise judiciaire et que l'expertise également, suivant quelques modalités qu'on verra après, est opposable aux constructeurs et à leur assureur. Donc, les documents sont aussi très clairement définis par ces articles. Donc il y a 2 documents distincts. Après, il peut y avoir des rapports intermédiaires, mais il y a 2 rapports. Un rapport préliminaire qui comporte l'indication descriptive donc, du désordre, des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, de façon à permettre à l'assureur de se prononcer dans les 60 jours sur le principe de mise en jeu de la garantie. Et ensuite, le deuxième document officiel, c'est le rapport d'expertise qui, lui, ne parle que des caractéristiques techniques du sinistre, le chiffrage des travaux de réparation, enfin le contenu des travaux de réparation et leur chiffrage. Ce qui permet à l'assureur dommage ouvrage donc, de proposer son indemnité dans les 90 jours. Il y a des sanctions légales qui ne sont pas très régulièrement appliquées, mais qui sont le non-respect du 60 jours, c'est-à-dire si l'assureur dommage ouvrage n'a pas pris position dans les 60 jours, la garantie est acquise pour le dommage déclaré. Le non-respect des 90 jours, l'assuré peut réaliser les travaux nécessaires à la réparation. Il faut qu'il soit justifié quand même. Donc, voyant... je vais me donner cela. Donc, le rapport de l'expert désigné par l'assureur dommage ouvrage est opposable à tous les constructeurs responsables et à leur assureur, à la condition que l'expert les ait consultés pour avis, à chaque fois que nécessaire, et avant le dépôt du rapport préliminaire et du rapport définitif, informé du déroulement des opérations d'expertise. Donc, un gros rôle de l'expert dommage ouvrage, c'est de consulter pour avis les constructeurs. Ça peut se faire en réunion, ça peut se faire l'envoi des rapports en demandant s'il y a des remarques particulières ou une lettre spécifique de consultation pour avis. Donc ça, c'est le côté code des assurances qui définit toute la démarche de l'expertise dommage ouvrage. Et les assureurs, avec cette nouvelle loi qui leur tombait dessus en 1978, se sont dit « Oh là là, ça va nous coûter... D'abord, il va falloir qu'on aille très vite, ça va nous coûter très cher. » Et ils se sont donc réunis, tous les assureurs construction, pour signer la convention de règlement de l'assurance construction, qu'on appelle donc CRAC. L'intérêt de cette convention, c'est donc un document cette fois-ci conventionnel, était de diminuer le coût des petits et moyens sinistres et d'activer et d'accélérer le recours de l'assureur dommage ouvrage. Parce que c'est vrai qu'avant qu'il y ait cette convention, l'assureur dommage ouvrage indemnisait le maître d'ouvrage et puis tentait ses recours vers les assureurs de responsabilité qui payaient quand ils étaient d'accord et quand ils en avaient envie. Donc il y avait quand même, ils se sont dit, comme ils sont tous soit d'un côté assureur dommage ouvrage, soit un assureur de responsabilité, on va se réunir et définir une convention pour fonctionner. Donc le point principal, c'est l'expert commun, c'est-à-dire que l'expert missionné par l'assureur dommage ouvrage, il intervient pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les assureurs concernés, l'assureur dommage ouvrage qu'il missionne, mais également l'assureur des responsabilités des constructeurs.
Donc on a une casquette, on est l'expert de tous les constructeurs concernés et on est aussi l'expert du maître d'ouvrage. Et on a pour ça donc le besoin d'être le plus, vous parliez de juste, le plus objectif possible. Et il faudra, dans le cadre de la définition des responsabilités, avoir tous les éléments aussi pour pouvoir se prononcer. Donc la convention aussi va jusqu'au sous-traitant, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'entreprises de bâtiments qui sous-traitent, la convention fait fonctionne également de la même manière pour les assureurs des sous-traitants. C'est tendu jusqu'aux sous-traitants. L'expert, donc comme il doit représenter tous les assureurs, il a été décidé, on verra ça demain, de certifier, enfin de qualifier les experts dommages-ouvrages. On verra le processus demain. Donc, ils sont choisis sur une liste qui est gérée par GCA, qui est le gestionnaire des conventions d'assurance. Et il faut donc être sur cette liste pour pouvoir être missionné. Le délai pour les assureurs de responsabilité... Alors, il y a toute une partie des paragraphes qui gèrent aussi les relations entre l'assureur des hauts et les assureurs de responsabilité, le temps pour contester éventuellement le recours présenté, les délais pour régler de toute manière et éventuellement on continue à contester, les délais aussi de procédure d'escalade si on n'est pas d'accord. Voilà, donc ça c'est entre assureurs, ils se sont mis d'accord pour fonctionner de manière à être le plus efficace possible. Donc, la dernière version de la CRAC, ça se présente, voilà, Convention de règlement, assurance construction. Il y a une version toute récente, puisque aujourd'hui, il y a l'ICRAC, qui est l'actualité du moment. Il va donc y avoir une plateforme informatique pour gérer les dossiers dommages-ouvrages. Il faudra donc déposer les dossiers dommages-ouvrages sur cette plateforme et les assureurs seront informés voilà, que ça arrive. C'est la dématérialisation chez les assureurs aussi. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai mis quelques pages, notamment celles qui nous concernaient. Là, je vais être un petit peu loin. Il faut que je trouve ma bonne page. Pour le préambule... Donc, cette convention rappelle, il y a toujours la partie gauche qui est la convention et le règlement d'application à droite. Donc, ça rappelle l'objet, d'améliorer l'efficacité de l'assurance construction par l'abaissement des coûts de gestion, le règlement rapide et équitable des sinistres entre sociétés adhérentes. Par convention, voilà, les limites sont celles du 4 janvier. Donc, sur le technicien, je vous ai remis l'article qui parle des techniciens experts. L'assureur de dommages saisi d'une déclaration de sinistre procède, tant pour son propre compte que pour celui des assureurs de responsabilité, à la désignation d'un expert et éventuellement de tout spécialiste souhaitable, choisi parmi ceux recommandés par les assureurs signataires de la présente convention, selon les procédures mentionnées à l'article 13. Alors, il parle de tous les spécialistes souhaitables, parce que je vais rester sur l'expert dommage-ouvrage, mais il y a 3 listes en fait, parce que vous avez aussi la liste des économistes de la construction, donc ils sont dans cette liste et ils sont missionnés par l'assureur dommage-ouvrage, et il y a aussi la liste des spécialistes, qui est, elle, donc il y a toutes les spécialités, et quand l'expert dommage-ouvrage, qui est un généraliste, a un problème technique précis qui le dépasse, il fait appel à ces spécialistes qui sont aussi sur une liste, donc 3 listes, économistes, expert dommage-ouvrage qui est un généraliste, et les spécialistes. Voilà, donc d'autres articles. Voilà, donc je revenais sur le caractère contradictoire dans la mission de l'expert. Il établit le dossier visé à l'article 5, bon, c'est le rapport préliminaire, hein, à l'intention de tous les assureurs concernés. Dès l'ouverture de ces opérations, il informe les intervenants du caractère commun et de la nature de sa mission par les convocations qu'il leur adresse. Les nouveautés, c'est qu'il dépose sur la plateforme ICRAC tout au long du traitement du dossier les documents du DCI, le DCI étant le dossier commun d'instruction constitué par tous les documents, rapport préliminaire, éventuellement rapport du sapiteur, rapport de l'économiste, les diagnostics éventuels, l'avis sur les responsabilités, enfin, c'est tout un document.
Alors, le fameux barème CRAC, je vous ai mis ça parce que je sais que ça fait partie des discussions souvent. Voilà, la CRAC dit c'est 20% pour l'architecte. Bon, donc ce barème CRAC, il a été fait aussi avec les assureurs des architectes. Hein, ça ne s'est pas fait tout seul. C'est donc, je dis bien, c'est toujours conventionnel. C'est-à-dire les assureurs se sont réunis pour améliorer le règlement du sinistre. Je crois que j'ai oublié une phrase avant. Dans mon explication, voilà. Quand je parlais que l'expert était choisi sur une liste dressée, je ne sais pas si vous avez vu, mais les assureurs, ce fameux barème, il a été établi pour pouvoir que l'assureur dommage ouvrage récupère rapidement les fonds qu'il a avancés. Donc, les assureurs ont établi un barème en disant l'expert dommage ouvrage va choisir un cas barème qui permettra d'indemniser, que les assureurs responsabilité civile décennale remboursent l'expert dommage ouvrage, et ensuite on pourra discuter éventuellement. Donc c'est bien précisé au niveau de ce cas barème. Le présent barème ne doit en aucun cas être considéré comme indicatif des responsabilités des intervenants dans tout sinistre de construction pris isolément. Il s'agit de la ventilation forfaitaire, volontairement simplifiée, du financement d'un dommage à verser dans un délai convenu à l'assureur dommage ouvrage. Voilà. C'est donc conventionnel, j'y reviens toujours. Ils ont dit, on préfinance, voilà les cas qui sont les plus... Ils se sont réunis, ils ont travaillé, ils se sont dit, voilà ce qui nous paraît les proportions les plus courantes et les plus justes de façon globale. Et donc, il y aura ce barème qui sera présenté à chaque dépôt de rapport dommage ouvrage, on remplit une fiche barème. Le recours se fait là-dessus et ensuite on peut discuter. Dans la pratique, et ça vous devez le voir, c'est quelque chose qui est utilisé, les discussions, enfin, l'annonce qui est faite au début de dire, bon voilà, c'est un cas, mais ensuite on doit discuter de façon approfondie pour chaque dossier. Dans la pratique, c'est souvent le cas qui est appliqué sans beaucoup de discussion, parce que c'est quand même un consensus dans la profession sur ces parts de responsabilité. Donc, je vous l'ai mis pour que vous en preniez connaissance. Donc, la maîtrise d'œuvre qui a une colonne spécifique, on retrouve donc l'entreprise, le maître d'œuvre, le BT, le contrôleur technique et le fabricant. Donc, général, il s'est structuré aussi, enfin, moi je trouve assez logique, mais parce que je le pratique. Il y a les trois parties, enfin les deux parties, la conception, l'exécution, et les matériaux procédés, c'est le troisième. Dans la conception, est séparée la conception générale de la conception calcul ou de la conception adaptation pour l'exécution. Donc c'est des termes, conception générale, c'est le projet conçu de façon générale. S'il y a une erreur, je ne sais pas, dans le CCTP par rapport à une compatibilité de produits, on va plutôt être sur de la conception générale. Par contre, s'il y a un thermicien qui calcule précisément des débits pour la ventilation, s'il y a une erreur là, on sera dans la conception calcul. Et si par contre, au moment où l'entreprise va penser qu'elle va réaliser, enfin va réfléchir à la réalisation, s'il y a des erreurs dans ses plans à ces moments-là, on sera sur la conception adaptation pour l'exécution. Bien évidemment, en conception générale, le maître d'œuvre est quand même le principal concerné. C'est pour ça qu'on se retrouve avec les proportions de responsabilité les plus importantes. Quand on est à la conception pour l'exécution, à ce moment-là, normalement, le maître d'œuvre, il n'y est pas pour grand-chose ou pour très peu. Voilà. Donc après, il y a l'incident isolé d'exécution. Là, on passe sur la phase à l'exécution. L'erreur provient d'un défaut d'exécution. C'est normal que l'entreprise soit toute seule dans la responsabilité, pour sa responsabilité. Si l'incident généralise... Alors, ensuite, il y a l'incident généralisé d'exécution, c'est-à-dire que ce n'est pas une petite erreur dans un coin, mais vraiment il y a des erreurs, la même erreur, par exemple, des aciers mal mis sur la totalité du chantier, qui aurait pu être, dans le cadre des visites régulières du maître d'œuvre, visible. Il peut avoir une part de responsabilité lors que c'est généralisé. Il peut. Hein. Et puis il y a les incidents généralisés non décelables,
où là, si c'est généralisé, l'architecte peut avoir aussi, enfin le maître d'œuvre peut avoir aussi une part de responsabilité, mais moindre que si c'était décelable. Voilà l'esprit de ce cas barème, qui est un esprit qui ne sert qu'à rembourser rapidement l'assureur dommage-ouvrage, et chaque dossier doit faire l'objet d'une analyse de responsabilité spécifique. Donc, je vous ai parlé de la CRAC, mais en fait, la Convention de règlement de l'assurance construction s'applique pour les sinistres d'un montant compris entre 1 600 € et 135 000 €. Donc, pourquoi? C'est-à-dire qu'ils ont voulu encore accélérer les règlements des dossiers. Pour les petits sinistres, 1 600 €, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le ticket modérateur. C'est ce fameux, ces montants sont variables, c'est-à-dire que là, je vous ai donné les valeurs 2019, ça évolue lentement, ces valeurs-là. Donc, l'assureur dommage-ouvrage garde à sa charge jusqu'à 1 600 € de travaux. Voilà, et c'est au-delà qu'il propose ses recours. Là aussi, c'est pour pas s'encombrer de petits dossiers, enfin, de pas s'encombrer des dossiers à peu d'enjeux financiers. Et pareil pour les gros dossiers, 135 000 €, l'idée, c'est de dire, dès lors que ça commence à coûter cher, un seul expert pour tout le monde, ça devient compliqué. Donc, on va, là, les assureurs de responsabilité ont la possibilité de nommer leur propre expert, de manière à ce qu'il y ait on appelle ça le collège d'experts, pour qu'il y ait une réflexion technique plus approfondie et puis des débats sur les responsabilités plus riches. Voilà, pour les gros dossiers qui impliquent de façon plus importante, on va dire, les constructeurs. Donc, pour les petits dossiers, donc inférieurs à 1 600 €, l'expert établit un rapport unique, il n'est même pas obligé de convoquer les constructeurs s'il n'en voit pas l'utilité. Et l'expert dommage-ouvrage, dans ces cas-là, il prend position sur la garantie et il indemnise directement le propriétaire. Et voilà, et le dossier est clôturé rapidement. Pour les gros dossiers, donc la différence, c'est ce que je disais, c'est que l'expert n'est plus obligatoirement pour compte commun. C'est-à-dire que les assureurs de responsabilité peuvent décider de conserver comme expert l'expert unique, enfin l'expert dommage-ouvrage, mais ils peuvent aussi nommer leurs propres experts. Normalement, ils doivent le dire dans un délai de 20 jours, mais des fois, ça prend plus de temps, et c'est vrai que c'est pas facile quand vous êtes expert dommage-ouvrage sur un gros dossier, que vous êtes à la fin et qu'à la fin, il y a un expert qui arrive pour notre assureur et qui dit « Ah ben non, moi je ne suis pas d'accord ». Voilà, bon, c'est pareil en judiciaire aussi. Hein. Vous pouvez avoir des parties qui arrivent totalement à la fin. Ce collège d'experts, il y a plusieurs chapitres dans la CRAC qui traitent des relations. On est censé, ça se fait, le but pour les assureurs, c'est de connaître les points d'accord et de désaccord qu'il peut y avoir entre les experts. On est là sur le plan technique pour faire avancer l'expertise technique et les travaux de réparation. Bien évidemment, on est aussi là pour avancer sur les responsabilités, essayer d'aboutir à un accord de manière à arriver au fameux 100% pour que pour que les assureurs RCD se mettent d'accord sur le partage. Il y a une volonté d'un travail en commun et là encore tout à fait en contradictoire avec nos confrères lorsqu'ils sont missionnés à ce moment-là. Voilà, donc moi c'était les points principaux que je voulais vous développer. On aura l'occasion éventuellement de répondre aux questions par la suite. Mais on est quand même, l'expert d'ouvrage, je voulais insister, on est très tenu par les différents règlements, enfin que ce soit à la fois les codes des assurances ou la convention de règlement de l'assurance construction. Notre mission est quand même très encadrée sur les modalités de réalisation et sur les délais qui sont une particularité qui cadence notre quotidien. On fait au mieux. Je ne dis pas qu'on tient toujours les délais quand il y a des sinistres qui sont très compliqués, mais le but étant quand même d'y parvenir. Voilà. Très bien.